Pierre-Alexandre Anglade, bienvenue. Bonjour. Hier soir a eu lieu une rencontre entre le président Macron et vous, les parlementaires de la majorité. C'était à la maison de l'Aveyron, je crois. Quelle était l'ambiance ? C'est une ambiance d'abord de retrouvailles avec le président de la République, parce que c'était la première fois que nous nous retrouvions depuis qu'il avait annoncé officiellement sa candidature pour briguer un second mandat. C'était un moment de mobilisation et de travail, au fond de projection de ce que nous allions porter pendant ces quelques semaines de campagne présidentielle, avec un projet pour le pays que le président n'a pas détaillé parce qu'il annoncera son programme en détail dans les semaines à venir, mais des grands axes avec un pacte européen, un pacte productif, un pacte entre les générations et puis un pacte républicain. Au fond, tout ce qui embrasse la société française et qui permet de la projeter dans cette nouvelle décennie. Mais est-ce que votre mission à vous, députés, ce n'est pas déjà désormais de préparer les législatives de juin, parce que la présidentielle est gagnée ? Vous savez, toutes celles et ceux qui se fient au sondage, à mon avis, prennent un risque excessif. Rien n'est jamais joué dans une élection. Rien n'est jamais joué. Et c'est valable pour l'élection présidentielle comme pour des élections législatives qui suivront. Et vous savez, en politique, il ne faut pas échanger les échéances qui peuvent arriver. L'échéance qui nous vient, c'est le premier tour de l'élection présidentielle dans un peu plus d'un mois. Ce sera ensuite le second tour et viendront ensuite les élections législatives. Il y a un combat à mener pour faire en sorte que le président de la République arrive en tête au premier tour avec la participation la plus forte et le score le plus élevé. Voilà l'objectif qui est le nôtre aujourd'hui. Est-ce que le président vous a confié son intention de faire plus campagne dans les semaines qui viennent, malgré l'actualité ? Je crois que le président de la République a dit qu'il serait candidat autant qu'il le peut. Et chacun le comprend. Il y a une crise internationale, une guerre, non pas aux portes de l'Europe, comme on l'entend parfois, mais au cœur de l'Europe, qui exige la mobilisation la plus totale du président de la République. Mais dans le même temps, la volonté très claire de sa part et de notre part de faire campagne autant que possible. Et donc, à chaque fois que le président de la République ne pourra pas faire campagne parce qu'il sera tenu par ses engagements internationaux, comme par exemple aujourd'hui avec ce sommet important à Versailles, eh bien, nous serons déployés sur le terrain, dans nos circonscriptions, dans les territoires, à vos micros, pour défendre ce projet pour le pays. Il a une solution pour faire campagne sans trop prendre de temps, c'est d'aller à la télévision débattre avec les candidats. Pourquoi refuse-t-il ? Et Christophe Barbier, je pense que tout le monde a compris maintenant qu'un débat avec 12 candidats dont le président de la République serait la cible principale, avec la capacité de débattre, de répondre, qui ne serait pas au fond proportionné par rapport aux attaques dont il serait l'objet, n'aurait aucun sens. Il peut aujourd'hui la vie dire un à un. Oui, mais Xavier Bertrand n'a pas toujours des propositions très sérieuses. Nous verrons ce que fera le président de la République. Mais le président, il débat d'abord avec les Français. C'est ce qu'il a fait lundi soir à Poissy. C'est, je crois, ce qu'attendent nos concitoyens. Ils n'attendent pas une foire d'empoigne avec 12 candidats qui s'invectivent, avec 11 prétendants qui expliquent qu'ils auraient au fond fait mieux et qu'ils feront beaucoup mieux que le président de la République. Ce qu'ils attendent, c'est des solutions concrètes. Ce sont des débats qui parlent de leur vie quotidienne, qui parlent de l'avenir du pays, qui parlent de l'avenir de l'Europe, et certainement pas du clash, du buzz, comme parfois on le voit trop souvent maintenant dans les débats politiques. Alors, solution concrète, par exemple, pour l'âge de départ à la retraite, le président désormais propose d'aller vers 65 ans en étalant la réforme sur plusieurs années. Ça vous semble raisonnable ou imprudent ? Moi, j'ai pas de commentaire à faire sur l'article qui est paru hier soir dans un journal. Les Échos ? En revanche, il n'y a pas de mystère. Nous avons toujours dit que nous voulions faire la réforme des retraites parce qu'elle était nécessaire, que nous travaillons sur l'allongement de la durée du travail parce que la durée de la vie s'allonge, que nous devons travailler plus longtemps, que si nous voulons préserver notre système par répartition auquel nous sommes toutes et tous attachés, eh bien nous allons devoir faire des efforts. Si nous voulons porter ce nouveau modèle social français au XXIe siècle, ce pacte entre les générations qu'a proposé le président de la République, oui, il faudra mener la réforme des retraites. Sur cela, il n'y a pas de mystère. Après, je ne commenterai pas l'article qui parle d'un âge défini. Alors, vous l'évoquiez, le sommet de Versailles s'ouvre aujourd'hui. On va parler Europe de la défense, c'est-à-dire, on va constater que le seul avenir, c'est l'OTAN, non ? Non. On va constater que, effectivement, aujourd'hui, telle qu'est l'architecture de défense, nous avons un pilier otanien qui est absolument fondamental dans la sécurité du continent européen. Et d'ailleurs, en réponse à la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine, les Européens et leurs alliés de l'OTAN ont tout de suite renforcé la posture de défense aux frontières extérieures de l'Union européenne, en Roumanie notamment, où un contingent français a été placé, en Estonie avec d'autres militaires français, avec la police du ciel, là aussi en Estonie, menée par la France. Et donc c'est évident qu'aujourd'hui, l'horizon otanien est indépassable. Mais on peut faire mieux. La vérité, c'est que nous avons besoin aussi de nous organiser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Si nous ne sommes pas capables de prendre notre destin en main dans ce temps tragique, alors nous subirons les fracas du monde. Et
vous voyez bien, les États-Unis se réintéressent à l'Europe dans ce moment de guerre. Mais depuis Barack Obama, même peut-être avant avec George Bush, les États-Unis regardaient ailleurs. Ils regardaient vers le Proche-Orient, ils regardaient vers l'Asie, mais ils ne regardaient plus vers l'Europe. Et donc, nous avons, nous, Européens, tout intérêt à prendre notre destin en main. Sinon, encore une fois, je le dis, nous subirons les fracas du monde qui seront de plus en plus nombreux dans ce siècle. Mais vous imaginez à terme une armée européenne commandée par la Commission de Bruxelles ? D'abord, j'imagine un renforcement des armées nationales de chacun des États membres. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays européens qui ne sont pas tout à fait au niveau de ce qu'on pourrait attendre. Et nous avons assisté, il y a cela quelques semaines, à un tournant stratégique de nos partenaires allemands qui ont décidé de réinvestir massivement dans leur armée, admettant eux-mêmes qu'ils n'étaient pas adaptés, qu'ils n'étaient pas prêts à affronter des conflits éventuels à nos frontières extérieures. Eh bien, ce changement de mentalité, il doit infuser dans tout le continent. Nous ne pouvons pas dépendre de puissance extra-européenne pour assurer notre propre sécurité. Cela ne veut pas dire que nous ferons sans l'OTAN, nous devons faire ensemble. Mais nous avons intérêt à renforcer ce pilier européen, c'est la seule condition pour assurer notre souveraineté et notre sécurité. Faire ensemble, ça veut dire que le parapluie nucléaire français, il protège aussi nos voisins, par exemple le Benelux ? Moi, je ne prends pas de position sur la doctrine nucléaire parce que c'est du ressort du président de la République. Donc, je n'aurai pas de propos là-dessus. Moi, je mets ça de côté. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut être capable d'investir ensemble massivement dans les industries de défense. Ce sera l'objet du sommet de Versailles cet après-midi, de régler cette question, d'avoir des investissements en commun. C'est renforcer le fonds européen de défense qui a été mis en œuvre au début de ce quinquennat à la demande du président de la République. Et puis, c'est d'être capable de monter en puissance nos armées nationales. Est-ce que ce sommet ne va pas devoir surtout se consacrer au choc économique ? Quand Bruno Le Maire dit « c'est le choc pétrolier de 73 qui recommence », est-ce qu'il n'est pas trop pessimiste ? Je crois que Bruno Le Maire dit ce que tout le monde voit. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à un choc mondial qui met au défi l'économie européenne, mais aussi l'économie planétaire, parce que la Russie est un acteur important de l'économie mondiale, en particulier sur les énergies fossiles, sur les produits agricoles. Et donc on voit bien que la guerre qui est en train de se passer, avec la volonté des Européens de tourner le dos progressivement aux énergies fossiles russes, va entraîner un choc réel. Et donc nous avons besoin dans ce temps de guerre d'avoir au fond une économie et un investissement qui répondent. Et donc, il faut qui répondent à ces défis. Et donc, il faut investir massivement dans l'industrie de défense, je l'ai dit, mais aussi investir massivement dans l'énergie pour faire en sorte de décarboner notre énergie et de ne plus être dépendant des énergies fossiles qui viennent de Russie, mais aussi d'autres espaces du monde. On ne peut pas être dépendant d'énergies qui viennent de l'autre bout du monde et qui sont soumis aux aléas que la planète peut rencontrer. L'urgence, c'est le prix des carburants à la pompe. Dans certains des pays limitrophes de la France, notamment ceux que vous représentez, le prix de l'essence est moins cher, les gens traversent la frontière pour faire le plein parce qu'il y a moins de taxes. C'est sur les taxes qu'il faut jouer pour baisser le prix à la pompe ? D'abord, rappelez qu'il y a une action qui est résolue du gouvernement maintenant depuis plusieurs mois pour amortir le choc que nous sommes en train de vivre, parce que ce choc sur les énergies, il n'est pas exclusivement du fait de la guerre en Ukraine. On a répondu par des chèques. Non, mais il y a eu le bouclier tarifaire, il y a eu l'indemnité inflation, il y a eu le chèque énergie, qui sont des mesures de protection du pouvoir d'achat des Français. Vous parlez d'autres pays qui ont des taxes peut-être moins élevées sur l'essence, mais aucun autre pays européen a pris ces mesures-là. Si nous ne les avions pas pris, la facture d'électricité des Français aurait augmenté de plusieurs centaines d'euros. Aujourd'hui, il vaut mieux être français que n'importe quel autre nationalité en Europe du point de vue de la protection de son pouvoir d'achat. Et encore une fois, jouer sur les taxes, sur l'essence. On sait très bien que dans les semaines et les mois à venir, eh bien, les prix du baril vont encore augmenter. Ce qui fait que si vous êtes soumis à une nouvelle augmentation, la diminution des taxes que vous auriez décidé, elle serait effacée en quelques heures, en quelques jours. Et donc, ce n'est pas la bonne solution. Ce que nous devons faire dans ce moment, c'est ce que fait le gouvernement, c'est préparer ce plan de résilience pour protéger l'économie française, secteur par secteur, les secteurs les plus exposés, les plus consommateurs aux énergies fossiles, mais aussi ceux qui étaient notamment des pays exportateurs vers la Russie qui vont se retrouver de fait en difficulté du fait des sanctions. Mais on pourrait aussi penser une aide au changement de véhicule pour que les gens passent à l'électrique. Mais il y a eu déjà beaucoup de mesures qui ont été prises de ce point de vue-là. Et depuis le début du quinquennat, il y a eu plusieurs primes pour aider
les Françaises et les Français à changer de véhicule. Et moi, je ne doute pas que dans les années à venir, il y aura d'autres mécanismes pour aider à cette transition énergétique, à cette transition des moyens de déplacement des Françaises et des Français. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui est sur la table. Alors les réfugiés gagnent tout doucement l'Europe de l'Ouest, les réfugiés ukrainiens, avec des divergences entre les pays sur ce qu'il faut faire pour les accueillir. Dans le Benelux, on accueille beaucoup ou au contraire, on est plutôt rétif? Ouais, d'abord, vous avez observé que celles et ceux qui fuient la guerre en Ukraine le font vers l'Europe et en priorité vers les pays qui sont frontaliers. Parce que c'est la géographie, mais c'est aussi parce que il y a parfois des communautés ukrainiennes qui sont les plus importantes. Ensuite, les Ukrainiens se déplacent vers l'Allemagne, se déplacent vers la France, se déplacent aussi vers les États du Benelux, aussi vers l'Italie où il y a une communauté ukrainienne qui est importante. Au fond, vers toute l'Europe. Et je crois que c'est notre devoir d'accueillir ces populations qui fuient la guerre. L'Ukraine est un pays ami, est un pays frère. Et moi, quand j'entends dans la classe politique française des responsables, un candidat à l'élection présidentielle, Monsieur Zemmour, qui nous explique qu'au fond, ces gens-là, malgré le drame qu'ils sont en train de vivre, n'ont pas leur place sur le continent européen, eh bien moi, je suis heureux de voir que l'écrasante majorité des Européens ne pensent pas comme Monsieur Zemmour, que même certains de ses alliés éventuels qu'il revendique en Europe n'ont pas la même perception de lui. C'est notre devoir, c'est notre honneur d'accueillir ces gens. Et c'est pour ça que les Européens l'ont fait très vite avec le mécanisme de protection temporaire qui permet de les accueillir en Europe, qui leur permet de travailler, de scolariser leurs enfants et le moment venu de retourner chez eux s'ils le peuvent. Les candidatures à l'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine, de la Géorgie ou de la Moldavie, c'est purement symbolique ou vous souhaitez que ça aboutisse un jour à leur adhésion réelle? L'Ukraine et ces deux pays, en particulier l'Ukraine aujourd'hui, sont mis au défi par la violence de la guerre de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine mène cette guerre parce que ces pays se sont tournés vers l'Europe. L'OTAN est une excuse, est un prétexte. Le fondement de cette guerre, c'est le refus de la démocratie de Vladimir Poutine. Donc on les accueille, donc on les moi je considère que soutenir l'Ukraine, c'est soutenir leur aspiration européenne. C'est soutenir l'aspiration européenne du peuple ukrainien. C'est répondre à la demande du président Zelensky qui nous demande de nous rapprocher de l'Union européenne. Et vous savez, si les chefs d'État et de gouvernement décidaient de soutenir le statut d'État candidat à l'Union européenne, ou même s'ils décidaient d'une forme de partenariat, ça ne veut pas dire que l'Ukraine adhérera demain à l'Union européenne. On se donne du temps, mais on engage le destin. C'est un processus qui est très long. Mais c'est une main tendue dans un moment critique de l'histoire européenne où l'on sent bien que notre continent est en train de changer. Pierre-Alexandre Anglade, merci, bonne journée. Merci à vous.